Sabrina Medjeber est avec nous ce soir, Gilles-William Golnadel, Geoffroy Lejeune et Georges Fenech. Une manifestation, un rassemblement plus exactement contre l'antisémitisme a lieu ce soir dans le théâtre Antoine, dans le 10e arrondissement de Paris, à l'appel de la revue La Règle du Jeu. Nathan Dever était avec nous ce matin, il en parlait, du CRIF également, qui a demandé ce rassemblement, et d'un ensemble de personnalités médiatiques. Vous voyez des personnalités qui sont en train d'arriver. Ce sont des images qui sont en direct. Non, ce sont des images il y a quelques minutes. Vous avez reconnu Ariel Dombal, Yael Braun-Pivet, Anne Hidalgo, Gérard Larcher, Bernard-Henri Lévy, qui est le directeur de La Règle du Jeu, Manuel Valls, Patrick Bruel, Sandrine Kiberlin, le grand rabbin de France, Haïm Corsia, Jonathan Arfi, président du CRIF. Je vous propose peut-être d'écouter quelques réactions de ces personnalités qui sont arrivées il y a quelques minutes au théâtre Antoine. Oui, c'est important de se mobiliser contre l'antisémitisme, bien évidemment, mais la traduction de l'antisémitisme aujourd'hui, c'est l'antisionisme, la haine des Juifs et d'Israël. Parce que dans des temps qui sont troublés, où des paroles antisémites s'expriment, il est important d'apporter des contre-discours et de montrer qu'on a envie de résister et que des pages noires ne s'ouvrent pas à nouveau. Devant cette flambée des violences antisémites, je crois qu'on ne peut pas rester chez soi tranquillement sans rien faire. C'est pour ça que je suis là ce soir. Parce que ça suffit de rester silencieux. Voilà. Pour quelle raison ? Mais vous savez pas ce qui se passe dans le monde. Bon ben voilà. C'est aussi simple que ça. C'est très important que tout le monde, qu'on soit juif ou pas juif, dise sa solidarité, sa fraternité face à tout antisémitisme. L'antisémitisme ne concerne pas que les juifs, il concerne tout le monde. Parce que quand il y a de l'antisémitisme, on est en fait devant la pointe avancée de tout ce qui ne va pas, de toutes les haines, de tous les racismes. Et donc il faut être très simple et en même temps très ferme sur ces sujets. Et c'est intéressant d'ailleurs de signaler que Mme Anne Hidalgo n'a pas voulu répondre manifestement à notre ami Michael Dos Santos qui est devant le théâtre Antoine. Bonjour Michael, bonsoir. Est-ce que vous savez déjà ce rassemblement qui a commencé il y a quelques minutes, qu'est-ce qu'il s'est dit ? Alors je vais commencer par la toute première phrase prononcée par Bernard-Henri Lévy lorsqu'il est monté sur scène. L'Europe est au bord de l'abîme avec le retour foudroyant de la haine des Juifs. Voilà la toute première phrase exprimée par l'écrivain qui a donné quelques exemples aussi de formes inédites et extrêmes de l'antisémitisme depuis le 8 octobre, au lendemain des attaques du Hamas en Israël. Il évoque cette chanteuse qui fait face à une meute de salopards pour l'empêcher de chanter au concours de l'Eurovision. Un député traité de porc, une claire référence aux propos de David Guiraud envers Meyer Habib à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, la France insoumise n'a pas été épargnée par Bernard-Henri Lévy. Il considère que ce parti incendie les esprits, instrumentalise et inspire l'antisémitisme. Il a également aussi, il faut le dire, taclé les autres partis qu'il qualifie de républicains, car il considère qu'à 6 jours des élections européennes, cette menace existentielle qu'est l'antisémitisme n'est pas prise en compte. Enfin, pour terminer, sachez qu'après Bernard-Henri Lévy, c'est Yael Braun-Pivet qui est montée sur scène, la présidente de l'Assemblée nationale, qui a tout début lu ce message très fort, un message de menace que je peux vous lire. C'était au retour d'un voyage en avion. Elle dit ceci: salut la putain de juive, dommage que ton avion ne se soit pas écrasé. Quand ils ont remis les gaz, ça a dû te parler. On va finir le travail après 45. On ne t'oublie pas, toi et ta famille. Yael Braun-Pivet qui a terminé en disant qu'elle avait déposé 48 plaintes, dont plus de la moitié étaient des actes antisémites. Bon, ce qui est important de dire également, c'est qu'il n'y a pas que des personnalités, bien évidemment, il y a aussi des anonymes dans ce théâtre, et ce n'est pas une réunion uniquement avec des personnalités parisiennes qui seraient là en train de parler de l'antisémitisme. Je le dis parce que cette perception de ce que doit être cette soirée doit passer aussi par le témoignage des anonymes, et vous en avez rencontré qui sont sans doute dans ce théâtre, Michael. Oui, effectivement, il y a énormément de personnalités, forcément beaucoup de personnalités politiques. On a évoqué Yael Braun-Pivet, Anne Hidalgo aussi, qui a, il faut le dire, essuyé quelques sifflets quand son nom a été évoqué par Bernard-Henri Lévy. Gérard Larcher est là, Manuel Valls aussi, et puis d'autres personnalités comme Yvon Attal, l'acteur, voilà, qui est présent, qui n'a pas souhaité s'exprimer à notre micro, mais qui va le faire bien sûr
sur scène. Pour le moment, certains sont absents. On a appris notamment l'absence de Bernard Cazeneuve qui, lui, est absent car son épouse, malheureusement, est décédée il y a peu. Bon, merci. Ce que je vous disais, j'avais bien compris qu'il y avait beaucoup de personnalités, mais ce qui était important, c'était de souligner qu'il y avait aussi beaucoup d'anonymes, que cette réunion ne soit pas perçue comme une sorte de réunion d'entre-soi de personnalités parisiennes. Manifestement, la liaison n'était pas parfaite avec le Théâtre Antoine. Bon, vous êtes arrivé tout à l'heure, Gilles William, et la première chose que vous m'avez dit, c'est que voilà, votre morale, évidemment, est au plus bas. Et pour vous suivre chaque jour, être avec vous et connaître beaucoup de juifs français, on voit bien qu'il y a dans cette vie particulière que la vôtre, et que les gens parfois ont du mal même à comprendre parce que nous n'avons pas la même histoire. Mais que ce retour, cette irruption de l'antisémitisme au cœur de la société française crée chez vous, mais chez tous mes amis juifs, quelque chose qu'on a du mal effectivement à imaginer pour ceux qui ne sont pas juifs, qui n'ont pas... Oui, écoutez, je pense que vous êtes à même de comprendre ce que je ressens. Mais j'entends bien. Je ne ressens pas une indifférence extrême de Pascal Praud. Mais je suis d'accord avec vous, mais il y a une tristesse profonde, une inquiétude très grande, c'est ce que je veux souligner. Il faudra que je sois très insensible pour être indifférent d'abord à ce qui se passe en ce moment en Israël, et on n'en parle pas, les bombes qui viennent du Hezbollah sur le nord d'Israël et dont personne ne parle. Il faudrait que je sois vraiment insensible au fait qu'on a encore appris à l'instant que 4 otages sont morts. On ne sait pas combien il en restera d'otages, et beaucoup en France sont indifférents politiquement au sort de ces otages. J'ai beaucoup de respect pour les personnes qui viennent de là, et permettez-moi un petit décryptage quand même politique. C'est beaucoup, la règle du jeu, c'est beaucoup la gauche intellectuelle ou les artistes de gauche également. Et ça me fait plaisir parce que la gauche politique, que ce soit évidemment les Insoumis dont il ne faut même pas parler, mais même le Parti socialiste n'est pas très au-devant dans ce combat. Vous avez vu les messages que reçoit Mme Braun-Pivet, on en reçoit tous des messages de cette mauvaise farine-là. Il faut l'entendre, cela. Et donc, que cette gauche intellectuelle et artistique se bouge, et ben pour moi, ça me fait un peu chaud au cœur. Bon, Monsieur Mélenchon, qui a déclaré dans le même temps qu'il n'y avait pas d'antisémitisme en France, l'antisémitisme reste résiduel en France, a-t-il dit. C'est une déclaration évidemment qui a aujourd'hui provoqué beaucoup de commentaires. Je vous propose de voir le sujet de Marine Sabourin. Luc Mélenchon, l'antisémitisme reste résiduel en France. Pourtant, les chiffres prouvent le contraire. Les actes antisémites ont flambé au premier trimestre 2024 selon les chiffres du gouvernement. 366 faits ont été recensés. C'est une hausse de 300% par rapport à la même période l'année dernière. L'Insoumis revient également sur la sanction du député marseillais Sébastien Delogu, exclu temporairement de l'Assemblée nationale pour avoir brandi un drapeau palestinien. Selon Jean-Luc Mélenchon, les accusations d'antisémitisme contre le député David Guiraud, qui avait qualifié Meyer Habib de porc, sont également caricaturales. Ne touchez pas, hein. Je suis en pleine interview. Ne touchez pas. Ne touchez pas. Ces situations ont une productivité finale en notre faveur, publie-t-il. Le chef de file LFI dénonce une répression injuste, ridicule et cruelle, notamment pour l'expulsion d'un imam à Bordeaux pour un dessin selon lui banal. Ce dessin mettait en regard un soldat ukrainien armé face à un char russe avec le sous-titre autodéfense et un palestinien face à un char israélien avec le sous-titre terrorisme. Le triple candidat à la présidentielle qui compare la situation à Gaza et celle du ghetto de Varsovie. Faites un test de sensibilité comparée. Essayez de comparer le martyre de Gaza et celui du ghetto de Varsovie. Fût-ce de loin et vous verrez vite la différence de capacité d'indignation. Des propos qui interpellent jusqu'au sein même de la gauche. Je propose de ne plus commenter les propos de Jean-Luc Mélenchon parce qu'on connaît sa stratégie, on l'a expliqué 50 000 fois sur ce plateau. En revanche, si j'ai dit tout à l'heure que l'antisémitisme était au cœur de la société française, je dois préciser effectivement que c'est un antisémitisme importé et qu'il n'est pas précisément au cœur de la société française aujourd'hui. Attention, on n'a pas le droit de le dire, ça. C'est sanctionné. Oui, voilà. Faites très attention. C'est-à-dire de dire que cet antisémitisme est
importé. Je suis. Oui. Vous le dites. Alors oui, évidemment, le choix des mots peut aider à passer entre l'écoute, mais en fait, vous allez loin. On est obligé de vous modérer, monsieur. C'est-à-dire que quand je dis qu'il est importé, c'est le conflit israélo-palestinien qui est venu sur le sol de France. Je peux le dire quand même. Ça, il y a des résonances sur le sol de France. Cette mise au point. Ça va. Comment ? Maintenant que vous avez fait cette mise au point, ça va. Vous devriez pouvoir vous en sortir. Moi, je suis d'accord à 1000%. Mais ce qui est intéressant dans le fait que cette phrase puisse être sanctionnée par l'Arcom, c'est que, en fait, ça vous montre l'ampleur du déni, en réalité, sur ce sujet-là. Moi, je suis comme William, je suis très content qu'une partie de la gauche ait fait ce chemin depuis le 7 octobre de comprendre où étaient ses ennemis. Mais je note quand même qu'une partie seulement, il reste aussi des gens qui n'ont pas compris et peut-être qu'ils ne comprendront jamais. Et pour aller dans le sens de William, il y a beaucoup de tristesse, mais chez toi, il y a beaucoup de colère aussi. Bon, il y a Alexandre Arcadi qui était chez nos amis de Radio J et de Frédéric Aziza. J'en avais pas parlé ce matin, mais l'interview de Frédéric Aziza le week-end est toujours un moment important de la vie politique française. Et il recevait Alexandre Arcadi qui n'a pas eu de mots assez durs pour monsieur Aymeric Caron de la France Insoumise. Mélenchon a changé, autant lui ne bouge pas. Vous vous souvenez, quand j'ai présenté mon film 24 jours, La vérité sur Ilan Halimi chez Ruquier, il a été odieux. Racontez-nous comment ça s'est passé. Il a parlé immédiatement de l'amalgame. C'est normal qu'on tue un jeune Français juif puisque l'armée israélienne tue des enfants palestiniens. Il l'avait dit, ça ? Il l'avait dit. Et Ruquier a voulu qu'on coupe ce passage et j'ai accepté qu'on le coupe. Mais lui n'a pas changé. Et quelle rigolade. Son film sur Gaza, présenté à l'Assemblée nationale hier, 12 personnes, 12 députés. Quel succès. Mais quel imbécile. Mais c'est un imbécile sur pattes, ce Aymeric Caron. Un imbécile ou quelqu'un de dangereux ? Je ne crois pas qu'il soit dangereux parce qu'il est bête. Ses arguments ne tiennent pas la route. Il ne comprend pas ce qu'il dit. Il m'indiffère. Et il n'est pas utile. Et les gens pas utiles, moi, je m'en fous. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec Alexandre Arcadi là-dessus. Il se trompe. La bêtise, sur sa dangerosité, c'est un immense danger. Ah oui. Dieu sait si j'aime bien Alexandre Arcadi, mais il fait un contresens. Nous vivons une époque de sottise et d'ignorance qui est le principal danger dans cette affaire. Et je confirme que M. Caron est sot, mais il est aussi dangereux. Parce qu'il est sot, notamment, il est dangereux. Alors, je ne crois pas que ce soit lui personnellement qui soit dangereux, mais c'est vrai que... Et ça ne tombe pas sous l'Arcom. Écoutez, on devrait pouvoir s'en sortir, je pense. En tout cas, il fait partie des... En tout cas, en revanche, attendez, excusez-moi, Sabrina. S'il veut vous répondre, par exemple, si moi on me traitait de sot et d'être dangereux, je prendrais mon téléphone et j'appellerais le présentateur et je dirais, demain, je veux être en face de celui qui m'a traité de sot. Le risque est limité. Eh bien, je dis à monsieur Caron que si il souhaite vous répondre demain, il est là en face de vous. Bien sûr. Mais il ne viendra... 20h et 21h, précisé. Bien sûr, mais je pense qu'il ne viendra pas. Ce qui est peut-être une preuve d'intelligence pour le coup. Qu'il ne vienne pas. Il devrait avoir à cœur de me river. Parce que s'il était sot, il viendrait peut-être. Alors, vous pensez que, justement, c'est une preuve d'intelligence? Je pense qu'il est suffisamment intelligent pour ne pas venir débattre avec vous. Voyez-vous? Je pense. Maintenant, je peux me tromper, comme toujours. Non, simplement, pour revenir sur ses propos, c'est un imbécile. Non, il est dans le panurgisme. C'est l'épigone du classique Jean-Luc Mélenchon qui a pour vocation... la pulsionalité du schisme au sein de la France. Je ne parle même pas simplement de la République. Et moi, lorsque vous parliez de cette manifestation contre l'antisémitisme, alors je trouve ça bien, mais en même temps un peu microscopique. Et nous sommes des millions en France à lutter contre l'antisémitisme. Et nous sommes des millions de toutes origines confondues à, évidemment, combattre l'antisémitisme. Et je me permets de déplorer, je termine Pascal, sur l'absence des religieux du culte, en tout cas représentant du culte musulman, dans une cérémonie telle qu'elle se présente là ce soir. Ils ne peuvent pas recevoir Rima Hassan à la grande mosquée. Je voulais juste qu'on écoute... Ceux-là même qui se prévalent en permanence de l'islamophobie d'État, de la hausse des actes anti-musulmans, s'ils existent, c'est évidemment très regrettable et condamnable. Mais je vois que là, lorsqu'il s'agit de se mettre main dans la main avec les personnes qui souffrent dans ce pays de la montée des actes, ils ne sont pas présents ce soir. Je vous propose d'écouter le deuxième passage d'Alexandre Arcadi qui m'intéressait, c'était sur le Hamas. Je pense que c'est une guerre qui est nécessaire. Je veux dire qu'on imagine mal
qu'après le Bataclan, après Charlie Hebdo, que la France ne prenne pas part à la destruction de Daesh et de cet islam radical. Comme ça a été fait. Ça a été fait. Et c'était normal. Israël se défend, Israël doit se défendre. Il y va de sa survie. Il y va de sa survie. Comment voulez-vous qu'on puisse accepter qu'Israël ne réponde pas à une telle journée d'horreur? Alors, que les responsabilités soient établies quand le temps viendra dans cette démocratie. Là, vous voulez dire responsabilité politique, notamment politique. De Benjamin Netanyahu, éventuellement les hiérarchies de la hiérarchie, militaires. Pourquoi il n'y avait pas suffisamment de soldats à la frontière? Qu'est-ce qui s'est passé? On se souvient que Golda Meir, en 1973, a démissionné parce qu'elle n'a pas cru à guerre cette de guerre. 6 jours. Guerre de Kippour. Guerre Le 6 de octobre, elle est partie en avril. Exactement. Et ça se réglera, ça se fera, parce que c'est une démocratie, Israël, et qu'on ne laissera pas passer ça. On va marquer une pause et évidemment, le drame humanitaire qui existe à Gaza est pris en considération. Évidemment, la mort des enfants, la mort des civils, bien sûr, est prise en considération. Dont le Et il ne principal s'agit pas. responsable s'appelle le Hamas. Oui. Évidemment, et il faut le dire chaque soir comme nous le disons. Nous marquons une pause, nous revenons dans une seconde, puisque Thierry Tuillier, le patron de TF1, a réagi sur ce qui s'est passé devant la tour, parce que je disais depuis 3 jours, c'était soumission et peur. Et je ne veux pas accabler nos amis de TF1, puisque je trouve que je les comprends. D'abord, je les soutiens aussi, on est solidaires d'eux, mais ils se sont retrouvés face à quelque chose d'inédit, une manifestation de 3000 personnes devant eux, ils ont un public à gérer, ils ont une communication à gérer, et c'est très très délicat, ils ont attendu 2-3 jours pour répondre, et c'est vrai que c'est Madame Rima Hassan, sur un claquement de doigts, a pu réunir 3000 personnes devant la tour de TF1 pour empêcher une interview. Donc moi j'ai trouvé que c'était quelque chose de tout à fait sidérant. À tout de suite.